Donc on a terminé la dernière fois le chapitre 2 qui concerne la cryptographie classique. Donc on a vu quelques algorithmes symétriques qui sont utilisés auparavant. On a vu l'algorithme de décalage, l'algorithme... Est-ce que je suis en train d'enregistrer? Oui. L'algorithme permutation, le chiffrement affine, visionnaire. Et même j'ai demandé un travail à faire. Ce que j'ai remarqué que la plupart ne m'envoient pas. Donc lorsque je pose une question ou un travail, donc la plupart ne répondent pas. Donc n'envoient pas des réponses. Donc j'ai demandé à envoyer des emails ou bien à répondre. Je préfère envoyer des emails parce que je vais compter ça comme avec le contrôle continu. D'accord? Donc essayez d'envoyer des réponses à des questions que je vais poser en cours. Donc, ce que j'ai posé comme question la dernière fois, c'était c'est quoi la différence entre, parce qu'il y a deux types d'algorithmes. Algorithmes symétriques, d'accord? Les algorithmes symétriques, il y a les monoalphabétiques, il y a les algorithmes polyalphabétiques. Donc, monoalphabétique, c'est-à-dire je chiffre un caractère par caractère. C'est le cas de décalage, permutation, chiffrement affine. Et le cas polyalphabétique, c'est le cas où je chiffre tout un bloc. C'est le cas de visionnaire et le chiffrement de Hill. D'accord? Donc j'ai demandé la différence entre les deux. Donc il y a, à part la différence chiffrée par bloc et chiffrée un caractère, donc le chiffrement qui concerne la sécurité. Je reviens sur le cours. Donc il y a ceux qui m'ont répondu, mais bon, il y a ceux qui m'ont répondu et correct. Chapitre 2. Donc pour la différence entre les deux, c'est que bien sûr le chiffrement polyalphabétique, il est plus sécurisé que le chiffrement monoalphabétique. D'où vient cette la sécurité ou bien la différence, c'est que le chiffrement par monoalphabétique, donc si je prends l'exemple ici, IDS par exemple, on a chiffré IDS en UPE. Donc à chaque fois que je prends S, donc, et je prends la même clé bien sûr, K égale à 12. Donc S va être chiffré toujours par la lettre E. La lettre I va être chiffrée toujours par la lettre U. Donc c'est-à-dire une lettre va être chiffrée toujours par la même lettre dans un chiffrement monoalphabétique. C'est le même cas pour la substitution. Si je prends substitution. D'accord. Et ça sera le même cas aussi si je prends le chiffrement affine. Donc substitution, regardez, toujours D par exemple, il va être chiffré par Z. Pour le chiffrement linéaire, donc si je prends la fonction 7x plus 3, c'est-à-dire la clé 7 et 3, ça va être, si je prends x égale à 2, toujours ça va être chiffré par la même lettre. D'accord. Tandis que dans un chiffrement polyalphabétique, si je prends visionnaire par exemple, regardez, L, il est chiffré une fois, donc L c'est la lettre 11, donc il va être chiffré par 3, donc est-ce qu'il y a un autre L ici? Oui, par 3, L ça va être chiffré par la lettre 18, d'accord. Je prends un autre, donc E c'est la lettre K, 4, donc ça va être chiffré une fois 5 et une autre fois ça va être 24. Ça veut dire quoi ici? Ça veut dire que l'attaque fréquentielle n'est pas possible ici. Elle est possible dans le cas monoalphabétique et elle n'est pas possible dans le cas polyalphabétique. C'est-à-dire, bon, les détails, on va voir un exemple en cours de l'attaque statistique, l'attaque fréquentielle, c'est-à-dire la fréquence d'apparition. D'accord? Donc cette attaque est possible. Donc ce qu'il faut retenir, que l'attaque est possible dans le monoalphabétique et elle n'est pas possible
Donc on n'utilise pas dans les algorithmes polyalphabétiques parce que vous remarquez ici que chaque lettre est chiffrée différemment. D'accord, donc ça c'est pour la question posée. Sinon, si vous n'avez pas de questions, je vais passer à un troisième chapitre, la cryptographie symétrique. Je vais regarder s'il y a des questions ici. Donc, cryptographie symétrique. Donc, je suppose jusqu'à maintenant que tout le monde connaît c'est quoi la différence entre cryptographie symétrique et cryptographie asymétrique. Donc, c'est les algorithmes où on utilise la même clé pour chiffrer et déchiffrer. D'accord. Dans ce type d'algorithme, donc soit c'est la même clé ou bien déduite. Par exemple, le chiffrement affine, elle est déduite. D'accord, c'est pas la même clé. C'est pas la même clé qui permet de chiffrer et de déchiffrer. Mais je peux déduire l'une à partir de l'autre. Donc, dans un algorithme symétrique aussi, l'émetteur et le destinataire vont se mettre d'accord sur la même clé. C'est pas le cas dans les algorithmes asymétriques. Et aussi, la sécurité de l'algorithme repose sur le secret d'une clé. D'accord, la sécurité repose, c'est-à-dire vous avez une clé qui est partagée entre l'émetteur et le destinataire. Il faut que la clé soit en toute sécurité. Si elle est révélée, c'est-à-dire si quelqu'un a la clé, bon, donc même si l'algorithme est sécurisé, donc il ne faut pas révéler la clé, il faut qu'elle soit en toute sécurité, sinon tout le monde pourra lire les messages sensibles. D'accord? Donc toute la sécurité repose sur le secret d'une clé. Donc, qu'est-ce qu'on va voir dans ce chapitre? Donc ça c'est l'introduction. Qu'est-ce qu'on va voir? On va voir des exemples des algorithmes modernes. Donc c'est pas les algorithmes qu'on a déjà vus, les algorithmes de décalage, permutation. Donc les algorithmes modernes qui sont basés sur le même principe. D'accord. C'est quoi le principe? Donc il faut, bon j'ai pas cité ce principe. Il y a le principe confusion-diffusion. Confusion-diffusion. Donc les algorithmes modernes reposent sur ce principe-là, confusion-diffusion. Donc c'est-à-dire quoi? Je commence par diffusion. Donc diffuser, c'est-à-dire donc, diffusion, ça peut être une permutation. D'accord? Par exemple, si je prends ici, c'est une diffusion. Je reviens à ça. Donc, par exemple, le dernier algorithme qu'on a vu, c'est le chiffrement par transposition. Là, on réordonne les caractères. Donc, regardez, Ali va à l'école, on réordonne les lettres pour avoir le message chiffré. Donc, ça fait partie de la diffusion. Donc, j'ai diffusé, c'est les mêmes lettres que j'ai diffusées. Donc, ça va être aussi une rotation. Si je vais prendre donc, dans un autre algorithme, ça peut être une rotation. Une rotation aussi, c'est une diffusion. Donc, c'est clair. Diffusion, c'est-à-dire le même message, je vais avoir le même message, mais réordonné autrement. Donc, ça, c'est un exemple. La rotation, c'est un exemple. D'accord. Tandis que par exemple, ici, l'algorithme de substitution. Substitution, c'est-à-dire chaque lettre, je la remplace par une autre. A par Z, B par J, C par T. Donc ça va être ici, c'est pas une diffusion, mais une confusion. D'accord? La somme aussi, si je vais prendre dans Visionnaire, c'est une confusion aussi. Même chiffrement linéaire. Donc dans Visionnaire, c'est une confusion. Donc je vais faire la somme entre le message clair et la clé. Ça va être une confusion, c'est-à-dire il n'y a pas une liaison entre le message en clair et le message chiffré. D'accord? Donc ça c'est le principe sur lequel reposent les algorithmes modernes. Donc les techniques on a vu dans le deuxième chapitre. Donc avant de passer, on va voir quelques algorithmes avant de passer aux algorithmes.
on va d'abord expliquer le mode de chiffrement. Il faut faire la différence entre mode de chiffrement et algorithme de chiffrement ou bien fonction de chiffrement. D'abord, on va voir, avant de passer aux fonctions de chiffrement, on va passer par le mode de chiffrement. Donc, il y a le chiffrement par bloc, il y a le chiffrement en continu ou bien à flot. D'accord? Donc, chiffrement par bloc, donc c'est-à-dire je chiffre tout un bloc de données. Un bloc. D'accord? Dans DES, l'algorithme DES, on chiffre des blocs de 64 bits. D'accord? Dans AES, de 128 bits. IDEA aussi. Donc, ce que j'ai mis entre parenthèses ici, c'est la taille de la clé utilisée. Donc, dans DES, on va utiliser une clé de 56 bits. Dans IDEA, de 128 bits. Donc, AES et Blowfish, on va utiliser, il utilise une clé variable, c'est-à-dire il utilise différentes tailles. D'accord? Mais il chiffre tout un bloc de données. Donc, chiffrement en continu, donc on chiffre bit à bit, un bit à la fois. Donc, c'est le cas de l'algorithme RC4 et bon, il y a d'autres algorithmes, donc RC4, E0, donc RC4 qui est utilisé dans le Wi-Fi, les téléphones mobiles, donc E0, téléphone sécurisé, donc E0 dans les Bluetooth. D'accord? Donc, ce que j'allais dire, donc dans ce cours, donc d'habitude, j'étudie, donc on va pas voir tous les algorithmes. Pourquoi? En détail. Pourquoi? Parce que c'est très long, donc il y a beaucoup de détails à voir. Donc d'habitude, je fais l'algorithme DES. Cette année, je vais vous montrer ou bien vous expliquer l'algorithme AES. D'accord? Et aussi l'algorithme RC4. D'accord? Mais ils sont basés, donc ils se ressemblent donc il y a des points communs entre les algorithmes. D'accord? Il y a des points communs, donc par exemple génération de clés. Donc on va voir les points communs, mais je vais expliquer en détail l'AES. Je vais passer brièvement sur DES et expliquer l'algorithme AES. Bon, avant de passer aux algorithmes, j'ai dit qu'on va voir d'abord les modes de chiffrement, parce que si je prends l'algorithme AES, il peut, donc c'est là la fonction de chiffrement. D'accord, ça c'est une fonction de chiffrement. Elle peut utiliser, donc il y a différents modes de chiffrement. Elle peut utiliser un mode ou un autre. D'accord, la même fonction. Si je prends DES, elle peut utiliser un mode ou un autre. Donc le mode de chiffrement, toujours par bloc. On va voir par bloc d'abord. D'accord, on va voir ça d'abord. Donc mode de chiffrement par bloc. Donc j'ai mis ici les 4 blocs. J'ai rajouté un cinquième. Donc CTC, donc je vais voir est-ce que je vais l'expliquer. Donc j'ai rajouté un cinquième ici. Je vais le rajouter après. Bon, attendez. Counter. Donc je vais. Donc il y a le mode ECB, CBC, OFB, CFB et le mode counter. Donc je vais rajouter à la fin. Donc je vais expliquer mode par mode. Je commence par le premier mode, ECB, Electronic Code Book. D'accord? Electronic Code Book, qu'est-ce qu'il y a dans ce mode-là? Comment on chiffre dans ce mode-là? On va décomposer notre message. Regardez, notre message clair que je veux chiffrer, je vais les décomposer en blocs. Donc le bloc, la taille de bloc, ça dépend de la fonction de chiffrement. D'accord? Je décompose, parce que regardez ici, la fonction de chiffrement, si je prends l'algorithme DES, il chiffre des blocs de 64 bits. Si je prends un autre, il chiffre des blocs de 128 bits. D'accord? Ça va être la taille du bloc de l'algorithme de chiffrement. Ensuite, j'utilise la fonction de chiffrement. C'est là qu'on va introduire la fonction de chiffrement. Et je vais avoir le message, le bloc chiffré. La même chose pour le deuxième bloc, ainsi de suite. D'accord?
Donc, le message est découpé en différents blocs. On chiffre indépendamment chaque bloc avec la même clé, bien sûr, parce qu'on est dans un chiffrement symétrique. Donc, les propriétés de ce mode, il est simple à utiliser. Donc, les messages sont indépendants. Donc, vous allez comprendre lorsqu'on va voir les autres modes, parce que dans les autres modes, il y a une relation entre les modes. Il y a une relation entre les messages, les blocs. C'est-à-dire pour chiffrer le deuxième, il faut avoir le résultat du premier, ainsi de suite dans les autres. Donc ici, les avantages de ce mode, c'est qu'il est facile, il est simple. Les messages sont chiffrés de manière indépendante. D'accord? Puisqu'ils sont chiffrés de manière indépendante, l'erreur ne se propage pas. Si j'ai une erreur ici, ou une erreur ici dans le message C2, donc ça ne va pas propager dans les autres. D'accord? Tandis que il est le moins sécurisé. Pourquoi? Parce que tel que son nom l'indique, Electronic Code Book, les attaquants peuvent construire un dictionnaire de mots, de blocs. C'est-à-dire, j'ai un message et j'ai un message chiffré, message clair, message chiffré. Ils peuvent construire un dictionnaire de mots clairs, chiffrés, d'accord? Et sans avoir la clé par la suite, donc il peut faire correspondre le message chiffré par le message. Et aussi, un des problèmes est qu'un bloc est toujours chiffré de la même manière. C'est pas le cas des autres modes, d'accord? Aussi, ce mode-là, il est sensible aux attaques par répétition ou par rejeu. C'est-à-dire quoi, les attaques par répétition? C'est-à-dire, si un pirate est en train d'écouter le réseau, il est en train d'écouter le réseau, c'est-à-dire il peut intercepter l'identifiant et un mot de passe par exemple, même si le mot de passe il est haché ou non, il peut intercepter l'identifiant et le mot de passe vont aller vers le serveur pour qu'il puisse y accéder à un compte ou bien, d'accord? Donc si un pirate va intercepter ça, donc il peut réutiliser les informations. Donc c'est un rejeu. Donc il peut renvoyer les mêmes informations identifiant pour comment dirais-je, usurper l'identité de cet utilisateur. Donc on peut les attaques par répétition, c'est pas seulement pour les identifiants, ils peuvent faire beaucoup de choses, ils peuvent intercepter beaucoup de choses, donc et répéter les messages qui sont envoyés une autre fois. Donc une méthode pour éliminer cette attaque de répétition, c'est rajouter une date, ou bien donc il y a des méthodes pour éviter cette attaque de répétition, d'accord? Mais ce mode-là, il est sensible à ce type d'attaque, d'accord? ECB, Electronic Code Book. Donc Electronic Code Book, donc ici donc c'est juste notre schéma. Donc là où chaque bloc est chiffré avec la même clé, je vais avoir C1, C2, C1. Lorsque je vais chiffrer, je vais concaténer, parce qu'ici j'ai divisé mon message en blocs. Lorsque je chiffre, je concatène aussi les messages chiffrés pour avoir le message chiffré à envoyer. D'accord, ça c'est le message à envoyer. Et donc un des avantages aussi de ce mode-là, c'est que je l'ai dit, je crois, c'est indépendant. Je peux les chiffrer, ils sont indépendants, donc je peux les chiffrer en parallèle. Je chiffre tout ça en parallèle, donc ça va être plus rapide. D'accord? Donc ça c'est pour le premier mode. Donc je vais passer à un deuxième mode, le mode CBC. Essayez de voir le schéma pour voir la différence entre ces deux modes-là.
Qu'est-ce que vous avez remarqué dans ce mode-là par rapport à l'autre mode? Ils sont pas chiffrés indépendamment. Voilà. Donc, c'est pas, donc le chiffrement dépend des blocs précédents. D'accord? Le chiffrement ici dépend des blocs précédents. Ça, c'est la remarque. Regardez ici. Donc, pour chiffrer d'abord donc le même principe. Donc, c'est un chiffrement par bloc. Je décompose mon message en blocs. D'accord? Donc, je vais prendre un des blocs. Si je prends M2 par exemple, je vais faire un XOR. Donc, XOR, c'est juste une addition. Donc, modulo 2, si je vais parler du XOR. Addition modulo 2. D'accord. Donc, je vais appliquer un XOR. Ensuite, je vais appliquer une fonction de chiffrement. Je vais avoir C2, le deuxième. La même chose pour M1. Je vais faire le XOR avec Cn-1. Et j'applique la fonction de chiffrement. Je vais avoir C1. Je concatène. Je vais envoyer, c'est ce que je vais envoyer. Donc, C1, C2, C1. D'accord. Donc, M2, c'est M2, XOR C1 qui va me donner un certain T2 ici. Je vais chiffrer. Regardez, pour le premier bloc, il n'y a pas un message chiffré précédent. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser un vecteur aléatoire du même taille du bloc. Donc, si la taille c'est 64, ici, je vais utiliser un vecteur d'initialisation. D'accord, vecteur d'initialisation. Je vais appeler C0. Donc, je vais faire le XOR avec. Et je vais envoyer ce message-là chiffré et le IV pour que l'autre puisse déchiffrer. D'accord? Donc, ce mode-là permet de contrer les attaques par dictionnaire. Pourquoi? Si je prends le bloc M2, il n'est pas chiffré toujours de la même manière. Pourquoi? Parce qu'il dépend d'un certain bloc, d'un bloc C1. D'accord? Donc, c'est pas le même principe que le premier mode. Mais oui. S'il vous plaît, vous avez mentionné qu'on va envoyer le IV et le message chiffré. Oui. Le IV va pas être chiffré. Donc, je vais poser cette question. Donc, est-ce que si je vais l'envoyer en clair, ça va poser un problème? Est-ce que si je vais l'envoyer en clair, ça va poser un problème? Ou là, je vais le chiffrer? À votre avis? Madame, le problème, c'est que si on le chiffre, le déchiffrement, c'est ça on va le chiffrer, par exemple, avec la clé K. La clé K. Oui, la même clé qui est... Parce que si on l'envoie en clair, je vois pas l'intérêt de ce IV. Ah, si vous l'envoyez en clair, qui est en train de parler? Moi, je ne parle pas. D'accord. Donc, si on l'envoie en clair, pourquoi ne pas avoir une clé, une clé fixe? Parce que si on l'envoie en clair, si l'attaquant peut voir le message, il sait la clé IV. Si l'attaquant aura C1 et IV, il va avoir M1, c'est ça? Non, je parle de IV. Oui. Si un attaquant aura C1, C2, tout le monde pourra voir C1, C2 qui circulent sur le réseau. D'accord, c'est un message chiffré que je vais envoyer là. Et le IV, est-ce que si j'ai seulement ces informations, je peux avoir les M1, M2, M1? Parce que c'est ça l'intérêt. C'est d'avoir le message en clair. C'est ça. Oui. C'est ce que vous voulez dire. Donc, vous voulez dire que si j'ai C1, C2, Cn et j'ai mon IV qui est en clair, c'est possible d'avoir M1. C'est ce que vous voulez dire indirectement. N'est-ce pas?
Oui, oui, c'est ce que vous voulez dire. Donc, Voilà. pour vous répondre, donc, autrement dit, est-ce que le IV va poser problème si on ne le chiffre pas, si on l'envoie en clair? Donc, si je peux envoyer IV en clair et ça pose aucun problème, il faut seulement que la fonction, donc ça c'est clair, il faut que la fonction de chiffrement soit sécurisée, c'est-à-dire c'est un algorithme sûr qui n'est pas déjà cassé. Par exemple, d'accord? Parce qu'il y a des algorithmes qui sont, par exemple, les algorithmes que j'ai expliqués, l'algorithme Vigenère et l'algorithme, d'accord? Ils étaient utilisés auparavant, dans la Première Guerre mondiale, les Vigenère et le chiffrement affine. Mais avec l'apparition des ordinateurs, c'est-à-dire l'attaque exhaustive, c'est-à-dire essayer toutes les clés possibles, avec l'apparition des ordinateurs, ces algorithmes ne sont plus sécurisés, ils sont plus sûrs. D'accord? Il y a des algorithmes modernes qui sont sûrs, qu'on utilise jusqu'à maintenant. Pourquoi ils sont sûrs? Parce que l'attaque par exhaustive, par exemple, l'espace de clés, il est suffisant, c'est-à-dire pour casser une clé, il me suffit des années. Et d'accord? Je vais prendre des années et la clé, elle a une certaine période de validité. Donc, c'est-à-dire que là, c'est clair que la fonction de chiffrement doit être sûre. La clé aussi, elle est partagée en toute sécurité entre l'émetteur et le destinataire, la clé. Donc, qu'est-ce qui reste? Le IV, il est en clair. Donc, pour voir le IV, est-ce que ça pose problème ou pas, il faut voir comment on déchiffre ici. Qui peut me dire, j'ai C1, comment je vais avoir M1? C'est ça. J'ai C1, comment je vais avoir mon M1? C'est ça le principe. D'abord, avant de voir ça, c'est quoi l'inverse du XOR? Donc, si je vous dis l'inverse de l'addition, c'est la soustraction. L'inverse de la multiplication, c'est la division. L'inverse du XOR, par exemple ici, je vous dis, j'ai A fois B égale à C, par exemple, là, je sais pas, X. Pour avoir le B, ici, je vais mettre B en rouge. Donc ici le plus. Donc ici pour avoir le B, qu'est-ce que je vais faire? Je vais exécuter une division pour avoir le B. Je vais mettre X sur A, c'est-à-dire l'inverse de l'opération inverse de la multiplication, c'est la division. Pour avoir le B ici, je vais faire X moins A. D'accord? Pour le XOR, qu'est-ce que je vais faire? C'est quoi l'opération inverse pour pouvoir faire le déchiffrement? Pour avoir B, qui peut me répondre? Vous pouvez répondre par mail. Madame, Oui. XOR, non? Oui. X, Nord. J'ai pas compris, Dahmani, ce que vous avez écrit. C'est XOR lui-même. D'accord, très bien. C'est exactement le XOR. Pourquoi c'est exactement le XOR? Regardez. Je reviens au PowerPoint. Voilà. J'ai mis un slide ici quelque part. Voilà. Regardez. Déjà, le XOR. Le principe du XOR, c'est quoi? Lorsqu'ils sont égaux, lorsqu'ils sont, par exemple, 1 et 1, ça va en être 0. 0 et 0, ça va être 0. D'accord? S'ils sont différents, ça va être 1. Donc, 1 et 0, c'est 1, et 0 et 1, c'est 1. Ou bien, c'est juste une addition modulo 2. 1 plus 1, ça va être 2. Modulo 2, c'est 0. 1 plus 0, c'est 1. 0 plus 1, c'est 1. 0 plus 0, 0. D'accord? Là, c'est une addition modulo 2. Là, c'est addition modulo 2 aussi. Donc, ça va nous donner 2. Modulo 2, c'est 0. Donc, ça, c'est pour le XOR. Pour avoir le 1, regardez ici, pour avoir le 1, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste faire le 0 XOR 1, ça va me donner 1.
La même chose ici pour avoir le 0. Je vais mettre 1, XOR 1. Donc pour avoir le 0, 1 XOR 1, ça me donne le 0. Donc pour avoir le 1 ici, je vais prendre les deux autres, je vais faire un XOR. 1 XOR 0. 0 ici, donc les deux autres, je vais faire un XOR. D'accord? Donc l'inverse du XOR, c'est le XOR. Je reviens à ici. Comment je vais faire le déchiffrement? Regardez, j'ai C1. Je vais faire l'opération inverse pour arriver à M1. Qu'est-ce que je vais faire? Pour avoir, donc regardez, pour le chiffrement, j'ai fait M1 XOR IV. J'ai un certain T1 ici. Je chiffre T1, je vais avoir C1. L'inverse, donc C1, je déchiffre. Je déchiffre. Je vais avoir T1. Ensuite, pour avoir M1, qu'est-ce que je vais faire? T1, je vais faire le XOR avec le IV. D'accord? M1. Est-ce que le IV ici, s'il n'est pas en clair, ça va poser. S'il est en clair, ça va poser un problème. Ça ne va pas poser un problème. Pourquoi? Parce que normalement, si la fonction de chiffrement elle est sûre et la clé elle n'est pas révélée, un pirate ne pourra pas retrouver ici le T1. Madame, Oui. c'est pas le problème, c'est pas qu'elle va poser un problème. C'est pourquoi avoir le IV si on va l'envoyer en clair. C'est ça ma question. Pourquoi ne pas avoir un IV fixe, ne pas utiliser IV du tout? Du tout, c'est-à-dire je vais envoyer juste T1. Oui. Voilà, c'est possible. C'est possible. Pourquoi ils ont, je sais pas, c'est pas moi qui a créé ce mode, mais pourquoi ils ont. Donc vous avez l'habitude d'écrire des algorithmes, vous écrivez un cas, vous généralisez. D'accord? Même pour une fonction mathématique. Vous écrivez un cas et vous généralisez. Je suppose que c'est ça le cas. Ils ont généralisé parce que un certain CI égale à quoi? CI. C'est égal. Si je vais écrire ici. Donc CI égale à quoi? Si je reviens ici. Ils ont juste généralisé, je crois. Donc CI égale à donc MI XOR. Donc je vais mettre XOR, je vais écrire carrément XOR. Le MI XOR CI-1. Donc I-1. D'accord? Et tout ça, je le chiffre. Tout ça, je vais mettre EK. Donc ça, c'est la fonction de chiffrement ici. D'accord? J'ai compris votre question. C'est-à-dire, ça ne sert à rien, mais pour généraliser, c'est ce qu'ils ont fait ici. Donc, CI égale. Bon, c'est écrit ici. C'était pas la peine de le réécrire. Je ne l'ai pas vu. Donc, pour chiffrer, je vais juste regarder qui est en train de. D'accord? Donc, c'est écrit ici la fonction de chiffrement. Donc, CJ, c'est CJ-1, c'est-à-dire C0 par exemple dans notre cas. Si c'est, je cherche à chiffrer, à retrouver C1, donc c'est C0 XOR M1. D'accord? Donc, pour avoir C2, c'est C1 XOR M2. Et je chiffre. Donc, la première cas, dans le premier cas, donc, il y a C0 qui n'existe pas. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis un vecteur aléatoire. D'accord? Envoyé un vecteur aléatoire. Et ça ne va pas poser un problème s'il n'est pas chiffré. D'accord? C'est juste pour faire la même opération pour tous les blocs. D'accord, madame. Très bien. Madame, s'il vous plaît, une autre question. Madame, la taille du bloc, Oui. est-ce qu'elle est envoyée ou là? Comment savoir la taille du bloc? Généralement, lorsque quelqu'un va envoyer un message, donc il va utiliser un algorithme. L'émetteur et le destinataire vont se mettre d'accord aussi sur l'algorithme de chiffrement. Donc si quelqu'un utilise l'algorithme DES,
l'autre ou bien dans le système. Si j'utilise DES pour chiffrer, j'utilise le même système pour déchiffrer. Et si j'utilise, ou bien l'algorithme, si j'utilise le même algorithme, c'est-à-dire j'utilise le même bloc. Parce que, regardez, pour chiffrer, pour lire le message, il faut utiliser le même algorithme. D'accord? C'est pas seulement le même bloc, le même, parce que ça diffère dans les détails. Donc, il faut utiliser le même algorithme. Si j'utilise le même algorithme, c'est-à-dire c'est la même taille de bloc. C'est pas la peine d'envoyer la taille de bloc et tout. D'accord? En réalité, c'est ce qu'il fait. Donc, il suffit d'utiliser le même algorithme. Parce que si j'utilise pas le même algorithme, je ne pourrai jamais retrouver le message en clair. Donc, très bien. Donc, ça, c'est juste un autre schéma. Donc, pour le CBC toujours. Donc, P1 ou la C1 XOR le IV. J'aurai un résultat que je vais chiffrer. Je vais avoir C1. C1 avec le message clair suivant XOR, ainsi de suite. Donc, pour déchiffrer, qu'est-ce que je vais faire? Pour déchiffrer, je prends mon C1, d'accord? Je prends mon C1, je le déchiffre d'abord. Si j'ai la clé, je le déchiffre. Je vais avoir un message avec lequel je vais appliquer un XOR IV pour avoir le message P1 ou bien message en clair. La même chose pour C2. Je déchiffre d'abord. Je vais faire le XOR avec C1. D'accord? Pour avoir M2. Je vais faire le XOR avec C1. Ainsi de suite. Donc ça, c'est le deuxième mode. Donc, dans les modes qui restent, donc CBC, donc il y a le mode, on a vu le mode ECB là où c'est indépendant. Il y a le mode CBC et les modes qui restent. Donc, il y a dépendance. Donc, le mode ECB n'est pas utilisé parce qu'il est sensible aux attaques. D'accord. Donc, je reviens. Donc, le troisième mode, donc on a vu les deux premiers modes ECB, CBC. Donc, maintenant, OFB. Output Feeding Back Mode. CFB, oui. Donc, je vais expliquer d'abord ici sur le schéma. Ensuite, je vais donner un autre schéma. Donc, pour le mode CFB et OFB, donc les deux modes qui restent, à part le counter, le dernier. Donc, mode CFB et le mode OFB, on a quelque chose de commun entre les deux. C'est que il y a une certaine clé, un ensemble de clés utilisées. C'est les clés ZI. D'accord? Et dans les deux, le mode CFB et OFB, on a CI égale à MI XOR ZI. Regardez, c'est la même chose pour OFB aussi. Donc pour OFB, on a CI égale à MI XOR ZI. D'accord? MI XOR ZI. MI XOR ZI. Donc ce qui diffère, c'est ZI, c'est quoi? Donc dans le mode CFB, le ZI, c'est quoi? C'est le chiffrement de CI précédent, le C précédent, le bloc précédent. D'accord? Je chiffre le bloc précédent. Et je fais le XOR. Vous voyez? Donc, pour avoir ces deux, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un XOR entre quoi et quoi? Entre M2 et un certain Z2. M2, Z2. Z2, ça va être quoi? C'est le chiffrement de C1. Z2, c'est je chiffre C1. Et la même chose ici, je vais utiliser un vecteur d'initialisation. Pourquoi? Parce que C0 n'existe pas. Donc, je chiffre C0. C0 n'existe pas, j'utilise un vecteur d'initialisation que je vais chiffrer. Pourquoi je le chiffre ici? Pas parce qu'il va poser un problème, c'est juste parce que les autres, ils sont chiffrés. Donc, Z1 est chiffré, Z2 est chiffré, Z3. Donc, je chiffre aussi Z0. C0, pardon. Là, ça va être, c'est pas Z0, mais c'est Z1 qui est le chiffrement de C0. D'accord? Donc, CFB, donc CFB, voilà. Donc, je répète, c'est le même mode. Donc, message. Je fais le XOR avec quoi?
le chiffrement de IV. Je chiffre IV et je fais le XOR avec M1. La même chose ici, je prends P2, je fais le XOR avec quoi? Le chiffrement de C1. Le chiffrement de Cn-1 pour faire le Cn. Tandis que dans OFB, je chiffre quoi? Donc c'est toujours le XOR, d'accord, de M1 avec autre chose, avec Z1, Z2, Z3. Ici, le Z1, c'est quoi? C'est pas le chiffrement de C1 précédent, vous voyez, c'est pas le chiffrement de C1 précédent, mais le chiffrement de ZI précédent. Donc Z3, je chiffre le Z2 précédent. Z2, je chiffre le Z1 précédent. Et pour Z1, je chiffre le Z0 qui n'existe pas, donc je chiffre le C0. D'accord? Donc, je répète, pour OFB, j'ai un vecteur d'initialisation IV, je le chiffre, je vais avoir Z1. Je chiffre Z1, je vais avoir Z2. Je chiffre ainsi de suite. Pour avoir le message chiffré, le bloc chiffré, qu'est-ce que je vais faire? Je vais appliquer juste un XOR entre MI et les ZI. Donc, je répète, pour CFB, c'est CI qui est égal à MI XOR ZI. La même chose pour OFB, c'est MI XOR ZI. Ce qui diffère, c'est le ZI. D'accord. Donc, pour déchiffrer, vous allez me dire ici, je commence pour CFB. Bon, ici, la même chose pour ces demandes, une erreur simple peut se propager. Regardez, si j'ai une erreur dans C2 par exemple, ou là dans C1, j'ai une erreur. J'ai fait une erreur du chiffrement ou bien d'envoi, une erreur d'envoi, de transmission. S'il y a une erreur dans C1, donc l'erreur, c'est-à-dire l'erreur va se propager, donc elle y est aussi dans C2. Donc si elle est dans C2, elle y est dans les autres blocs, d'accord? Regardez, là où l'erreur est impliquée, donc elle va se propager sur plusieurs blocs pour le CFP. D'accord? Donc si un bloc est modifié, le déchiffrement est impossible. Donc si un bloc, je modifie ce bloc, donc vous allez me dire comment on fait le déchiffrement ici. Comment on va faire le déchiffrement? C'est-à-dire comment je vais retrouver MI. C'est X or ZI, oui. XOR entre le CI et ZI, très bien. Donc, c'est ça. Donc, pour trouver MI, puisqu'on sait que l'inverse du XOR, ou bien l'opération inverse du XOR, c'est le XOR. Donc, pour retrouver MI, c'est CI XOR ZI. D'accord? Pour retrouver ZI, justement. Donc, c'est pas ça. Parce qu'il faut retrouver les ZI. Regardez, pour avoir M1, je vais faire, qu'est-ce que je vais faire? Pour avoir le Z0, qu'est-ce que vous allez faire? Il suffit pas de faire, bon, il suffit de faire CX XOR ZI, mais pour avoir les ZI, est-ce que vous avez à chaque fois ZI? Parce que l'émetteur ne va pas envoyer les ZI, il va envoyer juste les CI. D'où vous allez avoir les ZI? Comment vous allez avoir les ZI? Je vais regarder les réponses. Il n'y a pas de réponse. Donc ici, je vais attendre votre réponse, c'est important. Hein. Je vais attendre que vous allez me répondre ici comment le déchiffrement va se faire ici. Il faut me dire comment se fait le déchiffrement.
Donc, vous m'avez répondu, la moitié de la moitié de la réponse, c'était MI égale à CI XOR ZI. Le ZI, comment je vais l'avoir? Regardez ici, ici c'est Z0, ici c'est Z1. Z1, oui, ici. Ici j'ai un certain Z2 avec M2. D'accord? Ici c'est Z1 avec M1. Donc comment je vais avoir le Z1, Z0? Bon, il n'y a pas Z0. Hein. Pardon? En chiffrant les CI. Très bien. Les autres, vous êtes d'accord avec votre camarade? Donc, je vais regarder ce que vous avez écrit ici. Voilà. Ça veut dire quoi les hanines chiffrés? Ça veut dire quoi? Déchiffrement de CI-1. Dahmani me dit c'est le déchiffrement de CI-1. Abdallah Ouf me dit c'est le chiffre de E de C0, E de C1, ainsi de suite. Qu'est-ce que vous voulez dire par E? Je vais revenir ici. Regardez, dans CFB, on a dit ici, pour le déchiffrement, oui, c'était pas clair ici. C'était pas. Regardez, encrypt. Non, ça c'est correct. Ça c'est correct. Regardez pour le CBC. Ça c'est le message pour le chiffrement. Ça c'est le chiffrement. D'accord? CBC mode, ça c'est l'opération de chiffrement. Là où j'utilise, je chiffre, je vais avoir C1. Ça c'est l'opération de déchiffrement. D'accord? Je déchiffre C1 et je vais faire le XOR. Je déchiffre C2 et je vais appliquer le XOR. Est-ce qu'ici, je vais déchiffrer? Non. Non. Très bien. Donc, ce qu'ils ont répondu, déchiffrement. Donc, il n'y a pas... Ce qu'il y a de différence entre ce mode-là et le deuxième mode, c'est qu'on n'a pas besoin de la fonction de déchiffrement ici. D'accord? J'utilise pas la fonction de déchiffrement dans ces deux modes-là, CFB et on va voir pour le OFB. Pourquoi? Pour le CFB, regardez juste là la définition. Donc la définition ici, pour avoir MI, c'est CI XOR ZI. Pour avoir le ZI, j'ai besoin de ZI. Donc je vais appliquer un chiffrement, juste un chiffrement, je ne déchiffre pas. Parce que j'ai besoin de ces ZI, je n'ai pas besoin de CI-1 pour déchiffrer. C'est-à-dire j'ai pas ZI et je vais avoir CI-1 pour déchiffrer. Donc pour déchiffrer, regardez le CFB ici. Je déchiffre, qu'est-ce que je vais faire? Donc ça c'est le chiffrement et le deuxième ici c'est le déchiffrement. Donc je vais avoir C1, j'ai C1. D'accord? Qu'est-ce que je vais faire? D'abord, je prends mon IV, je le chiffre. Et je fais le XOR avec C1. Je vais avoir mon M1. La même chose, j'ai C1, je le chiffre. Je chiffre C1, je chiffre, je déchiffre pas. D'accord? Donc, mode EOFB, regardez, ça c'est la fonction de chiffrement. Qu'est-ce que je vais chiffrer? La première fois, je chiffre IV. La deuxième fois, je chiffre. Donc, je chiffre IV. Je vais avoir Z0 ici. Je chiffre le Z0. Donc, ça, c'est Z0. Lorsque je chiffre IV, je vais avoir Z0. Je chiffre Z0, je vais avoir... je vais avoir Z1. Avec lequel je vais faire un XOR P1 avec Z1, je vais avoir C1. Donc Z1, je le chiffre, je vais avoir Z2. Z2 XOR P2, ça va me donner un C2. D'accord? Donc pour déchiffrer, je vais faire l'opération inverse. Voilà. Donc ça c'est le déchiffrement. Je vais utiliser aussi le chiffrement. Je ne vais pas utiliser le déchiffrement. Donc P1, bon, je chiffre IV, je vais avoir Z1. Je vais faire un XOR avec C1. Ensuite,
Donc ça c'est... Oui. Donc le Z1, je le chiffre, je vais avoir Z2. Je vais appliquer. Donc est-ce que ici, donc CFB, je crois que j'ai fait... donc ça c'est OFB, là où je chiffre les Z et l'autre. CFB, oui. Ça, le CFB, je chiffre le CI précédent. Regardez, je chiffre le CI précédent, je chiffre le CI précédent. D'accord? Et dans le OFB, je chiffre le ZI précédent. Donc Z1, Z2, ainsi de suite. Essayez de revoir à tête reposée, vous allez essayer de voir la définition ici et le schéma. Normalement c'est très facile à comprendre. Est-ce que vous avez des questions jusqu'ici? Vous avez compris la différence par exemple entre bon, le premier mode, donc qui n'est pas utilisé. Pourquoi? Parce qu'il est sensible aux différentes attaques. Donc les trois modes ici, il y a dépendance entre le message qui est en cours et les autres, donc on ne peut pas exécuter en parallèle. Donc ici, j'utilise la fonction de chiffrement et de déchiffrement pour déchiffrer. Ici, dans les deux modes, j'utilise la fonction de chiffrement pour chiffrer et déchiffrer un message. D'accord? Là, vous allez retrouver à la fin ici, j'ai donné un tableau comparatif entre les différentes modes, ECB, CBC, d'accord, les avantages, donc on a cité la plupart, donc simple, rapide, parallèle pour le ECB. Donc CBC, donc les inconvénients aussi. Donc regardez ici pour CBC, on ne peut pas utiliser le chiffrement en parallèle. Donc la même chose pour CFB. Tandis qu'ici, regardez pour le OFB, le chiffrement, donc regardez ici, pour le chiffrement CBC, on dit ici qu'un inconvénient, je ne peux pas chiffrer en parallèle, mais ils n'ont pas dit pour le déchiffrement, c'est-à-dire je peux déchiffrer en parallèle pour le CBC, pour le CFB, je peux déchiffrer en parallèle, d'accord? Pour le OFB, non, je ne peux pas. Pour le ECB, je peux chiffrer et déchiffrer en parallèle. On va voir pour le CBC pourquoi je peux déchiffrer en parallèle. D'accord? Pour le CBC, on a dit que on ne peut pas chiffrer en parallèle. Pourquoi je ne peux pas chiffrer en parallèle? Parce que pour chiffrer C2, j'ai besoin de C1. C'est-à-dire il faut que cette action se termine pour faire ça. Mais pour déchiffrer, qu'est-ce que je peux faire? J'ai besoin de quoi? J'ai besoin de C1. Et à un moment donné, j'ai tous les blocs C1, C2, C... D'accord? Pour déchiffrer C2, j'ai besoin de C1 qui existe déjà. Je ne vais pas calculer. Donc C1, XOR, ce résultat-là. Donc je peux appliquer cette action avec celle-là en parallèle avec toutes les autres, d'accord? Donc l'opération de déchiffrement peut s'effectuer en parallèle. Donc ça c'est un avantage aussi. C'est une propriété de cet algorithme, d'accord? Donc il reste un dernier mode que je vais expliquer ici et je terminerai avec les modes. Donc counter mode. Donc j'ai oublié un peu il n'est pas vraiment utilisé. Bon, donc je chiffre K, d'accord, en utilisant une clé K. Donc c'est le même principe, j'utilise une fonction de chiffrement. Je vais utiliser un certain compteur. Par exemple, je commence par 5, d'accord, je chiffre 5, ou là un compteur donné. 190 par exemple, j'utilise un compteur et je vais à chaque fois, la première fois je chiffre mon compteur, après je vais incrémenter mon compteur, plus 1, plus 2, plus 1, d'accord? Donc je vais faire un XOR avec mon message.
je vais faire le XOR avec quoi? Avec le chiffrement du compteur. Je chiffre le compteur, je vais faire le XOR. Ici, je chiffre le deuxième compteur, je vais faire le XOR. Donc ça, c'est le dernier mode. Pour le déchiffrement, qu'est-ce que je vais faire? Donc ici aussi, je ne vais pas utiliser la fonction de déchiffrement, mais je vais utiliser la fonction de chiffrement parce que j'ai besoin du compteur. Donc ici, le compteur est aussi nécessaire pour la fonction de déchiffrement, c'est-à-dire ici aussi, on doit l'envoyer. D'accord, on doit l'envoyer pour pouvoir déchiffrer, c'est-à-dire l'émetteur et le récepteur doivent avoir cette information pour chiffrer et déchiffrer. D'accord, donc ça c'est pour les modes de chiffrement. D'accord, donc pour la fonction de chiffrement, c'est cette boîte-là. On n'a pas encore parlé de la fonction de chiffrement, c'est cette boîte EK. Et c'est là où je vais utiliser une clé, une fonction de chiffrement et une clé symétrique de chiffrement. On n'a pas encore parlé des algorithmes que j'ai cités tout à l'heure. L'algorithme DES, l'algorithme AES, il y a l'algorithme IDEA. C'est cette boîte-là. Bon. Encrypt. C'est cette boîte-là de chiffrement avec une certaine clé. Donc avant de passer à l'algorithme ou bien la boîte de chiffrement, c'est-à-dire l'algorithme de chiffrement, il y a l'autre mode qu'il faut expliquer, ce mode-là, le chiffrement en continu ou bien à flot. D'accord, le chiffrement en continu. C'est quoi la différence entre les deux? Quand est-ce qu'on utilise le chiffrement en continu? On l'utilise lorsque on a besoin d'un chiffrement rapide. Donc, d'accord, par exemple en Wi-Fi, en téléphonie, je ne vais pas attendre à chiffrer tout le bloc pour envoyer. Donc, je chiffre à flot, c'est-à-dire je chiffre un bit, je l'envoie, je chiffre un bit, je l'envoie. D'accord, je chiffre bit à bit. D'accord, il est utilisé en Wi-Fi, en téléphonie. Donc le principe, d'accord, donc on est là, dans cette partie-là. J'ai expliqué le chiffrement. Le chiffrement par bloc, j'ai donné les modes. D'accord, maintenant le chiffrement en continu, et en même temps je donne l'algorithme RC4. Ici, je n'ai pas encore donné les algorithmes. Chiffrement à flot ou bien continu. Le principe du chiffrement à flot ou bien en continu, c'est que je prends mon message, c'est un principe très simple. Je prends mon message, MI, donc lorsque je vais dire MI, c'est-à-dire les bits, je transforme mon message en bits, je vais prendre le premier bit, je vais faire un XOR avec une clé. Une clé donnée, donc la clé de chiffrement. C'est un algorithme symétrique, c'est la même clé de chiffrement qui permet de chiffrer et de déchiffrer. Je vais avoir un message chiffré. D'accord? Donc les algorithmes en continu convertissent le texte en texte chiffré un bit à la fois. D'accord? Donc on a un générateur qui génère le flux S qui est combiné avec M par un O exclusif, par XOR. Donc un exemple, c'est l'algorithme RC4 qui est utilisé dans le Wi-Fi. Dans la longueur de clé, elle est variable. D'accord? Donc ici, j'ai mentionné, donc ici c'est CI égale à MI XOR SI. Donc SI, donc MI XOR SI. Donc, vous allez me dire c'est très simple, c'est facile à casser et tout. Donc le principe de chiffrement est simple, mais toute la sécurité ou bien la difficulté dans le chiffrement, c'est comment je vais générer cette clé-là S. C'est ça la difficulté ou bien l'idée ou bien le principe ici. Tout le principe repose sur comment je vais générer cette clé-là. D'accord? Donc, il y a différents algorithmes. Bon, il n'y a pas beaucoup.
Donc, je cite parmi ces algorithmes l'algorithme RC4. Donc, d'accord, qu'est-ce qu'il y a dans l'algorithme RC4? Parce que l'algorithme, le principe, il est facile, c'est juste de faire le XOR. L'algorithme RC4, qu'est-ce qu'on va voir dans RC4? Vous pouvez télécharger l'algorithme, il est sur Internet, d'accord? Vous pouvez le trouver en C, je l'ai vu en Java, d'accord? Vous pouvez lire le code. Donc, c'est très simple. Vous pouvez même réécrire l'algorithme RC4. Je vais expliquer ce qu'il y a dans l'algorithme. Il est très rapide. Vous allez voir pourquoi, parce que c'est des opérations très simples. Donc, que vous pouvez programmer. Donc, là, à la fin, donc, il va prendre votre message et il va faire un XOR avec une certaine clé. Il va retrouver le message chiffré. Le principe, la difficulté, c'est comment il va générer la clé. Donc, elle est générée en plusieurs étapes, 3 étapes. D'accord? Donc, regardez le RC4. Donc, ça, c'est la première étape. Ça, c'est la deuxième. Ça, c'est la troisième. Pour générer la clé, d'accord? Je vais voir étape par étape. On va voir étape par étape. Donc, première étape, parce que... Donc, regardez ici, qu'est-ce que j'ai dit ici? 128 bits, c'est la taille, la longueur de clé. Parce que donc la longueur de clé ici, comme on a dit au début, elle est variable pour le RC4. Qu'est-ce que j'ai écrit ici? Parce que ça dépend. Bon, la longueur de clé pour RC4, elle est variable. Ça peut être 128, ça peut être 256, d'accord? J'ai donné, parce qu'ici j'ai donné un exemple avec 256. C'est-à-dire lorsque vous utilisez un algorithme, c'est une option. Vous utilisez, et ça dépendra du cas d'utilisation. Vous pouvez utiliser 128, vous pouvez utiliser 256, d'accord? Bon. Ici, la clé utilisée dans cet exemple-là, c'est 256, mais vous pouvez faire vous pouvez faire l'analogie avec le 128. Donc ici, on va travailler modulo 256. Si c'est une clé 128, vous allez faire modulo 128. Donc, première étape. Donc, la première étape, c'est l'initialisation. Je vais prendre deux vecteurs, S de S et le vecteur T. D'accord? Deux vecteurs. Donc, le vecteur S, ce n'est pas le vecteur de données ici. Hein. Le vecteur T, c'est la clé. Il va contenir la clé. Donc, je vais prendre, je crois, un exemple en même temps. Insérer un tableau. Je vais prendre un tableau de 10. D'accord, je vais prendre un tableau de 10 ici, le vecteur S. Je vais prendre S ici. Vous êtes là, vous êtes toujours là. Donc, parce que je vais donner justement un travail sur cet algorithme-là. Bon. Le vecteur S, il faut comprendre parce que le travail que je vais donner, ça concernera cet algorithme. Donc T ici. Donc le vecteur T va contenir quoi? Il va contenir la clé utilisée. D'accord? Donc pour pouvoir, donc si je travaille avec un algorithme RC4 avec la clé qui est sur 256, j'utilise une clé de 256. C'est-à-dire que S va être, la taille de S, ça va être 256. D'accord? Et la même chose pour T. Donc T, c'est la clé. Donc S, c'est un vecteur utilisé. T, je vais l'utiliser pour l'initialisation. Après, je vais pas l'utiliser. Je vais réutiliser S. Donc T, c'est notre clé. Imaginez que ma clé, ça va être 1, 0, 0, 1. La clé utilisée pour chiffrer et déchiffrer, d'accord?
Donc ça, c'est ma clé. Qu'est-ce que je vais faire? C'est-à-dire quoi? Ce que je voulais dire ici, c'est que euh, la clé, il faut pas que forcément, elle va pas être forcément 256. Ça peut être 100 bits, ça peut être 200 bits seulement. Qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais dédoubler la clé. C'est-à-dire, je veux 256, je vais dédoubler sur 250, c'est-à-dire je vais répéter. D'accord? Donc, j'ai un 1, 0, 0, 1. Je vais répéter. Donc, 1, 0, 0, 1. Ensuite, je répète 1, 0. D'accord? Donc, ça, c'est le TI. Regardez, le TI, c'est la clé. Parce que ma clé, c'est ça. 1, 0, 0. Modulo, donc, c'est le I. Bon. Regardez, d'abord. L'initialisation, parce que je commence par S. Donc, pour I de 0 à 256, donc dans notre exemple, c'est jusqu'à 9, parce que j'ai commencé par 0. Donc, S de 0 égale à 0. Donc, j'initialise S par quoi? Par 0, 1, 2, 3, 4, ainsi de suite. D'accord? 6, 7, 8 et 9. Donc S de I reçoit I. Et T de I reçoit quoi? Reçoit la clé, votre clé. Donc ici, c'est pas nécessairement les bits de 1 et de 0. La clé I, donc ça va être I. C'est-à-dire ma clé I modulo la taille de la clé. Par exemple, ici, la taille de la clé, c'est 4. Donc, je vais mettre... Pourquoi j'ai mis ici modulo K? C'est pour répéter. Donc, parce que je vais mettre ici K de I égale à T de I. Ça va être 1. Parce que K, normalement, c'est aussi un autre tableau de 4. C'est ça, j'ai pas mis le tableau K. Ça va être 1, 0, 0, 1, c'est-à-dire modulo 4. Donc, ça va être K0, c'est la même chose que T0. K1, c'est la même chose que T1. Donc, ensuite, lorsque je vais arriver à K de 4, donc ça, c'est K0, 1, 2, 3, 4. K de 4, je vais mettre K de 4 modulo 4, c'est 0. C'est-à-dire ici, je vais mettre la même chose que c'est 0. Ici, je vais mettre la même chose que ce qu'il y a dans K de 1. C'est juste pour répéter. Donc, on a initialisé les deux vecteurs S et T. Donc, le vecteur S, j'ai mis juste I. Et le vecteur T de I, j'ai mis... Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait dans RC4? Ils ont donné une méthode pour générer cette clé-là. La clé. Pour que ça soit pas facile à... c'est une clé. Donc regardez ici, on a dit que c'est un générateur aléatoire, mais c'est pas aléatoire. C'est aléatoire, mais c'est déterministique. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire si je vais donner ici la clé 1, 0, 0, 1, ça va me donner une certaine clé à la fin, parce que tout ce travail-là, c'est pour avoir la clé. L'étape 1, 2, 3, c'est pour avoir la clé S, ou bien une certaine clé avec laquelle je vais faire le XOR. D'accord? Donc, c'est-à-dire, je répète, aléatoire mais déterministique. C'est-à-dire, si je prends la clé 1, 0, 0, 1, à la fin, je vais avoir toujours la même clé. C'est pas aléatoire aléatoire, c'est-à-dire à chaque fois, je vais avoir une clé différente. Parce que c'est une clé que je vais utiliser pour chiffrer et déchiffrer. Sinon, je ne pourrai pas déchiffrer par la suite. Je vais revenir ici à ce schéma-là pour voir l'étape 1. Donc, j'initialise IJ à 0. Donc, j'initialise mon vecteur SI à I. Donc, si c'est 0, je vais mettre dans SI 0. 1, je vais mettre 1. D'accord, jusqu'à I inférieur, jusqu'à ce que I soit supérieur à 256. Et j'incrémente le I. D'accord, ici donc ils ont parlé du K, regardez le vecteur K, c'est I modulo 256. Pourquoi? Parce que
la taille du vecteur c'est 256, c'est pas dans notre exercice ici on a 10. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire ici? Ça veut dire que c'est pour répéter la clé. Donc, l'étape 2. L'étape 2, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va permuter dans ce tableau-là. On va faire une certaine permutation pour que ça soit aléatoire. D'accord? C'est-à-dire, pour renforcer la sécurité, il faut que ça soit aléatoire. Donc, j'ai 0, 1, 2, 3. Donc, je permute entre les cases ici. C'est quoi la méthode? Regardez, je réinitialise IJ. Donc, je peux voir ici. Donc, une autre boucle de 0 à 256. Qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais avoir un certain, comment dirais-je ici, indice. Un indice J. Je cherche l'indice J. Pourquoi je cherche l'indice J? Pour que je puisse partager, parce que dans cette étape, qu'est-ce que je vais faire? Je vais permuter par exemple 2 avec 6. C'est-à-dire d'abord pour ce 0-là. 0 avec 7. Je cherche avec le qui je vais permuter. Donc je vais mettre 7 ici et 0 ici. Je permute ensuite entre 1 et 9. Je cherche le 1 avec qui je vais. Donc le qui c'est J ici. Le J. Comment je vais avoir J? C'est J précédent, c'est-à-dire par exemple 0, plus S0. S0 par exemple dans notre cas, c'est 0 dans la première fois. D'accord? Donc 0 plus S de I c'est 0 plus T de 0. T de 0 c'est égal à 1. D'accord? Donc ça va être égal à 1. Ici. Donc J égale à 1 la première fois. Donc je permute S de 0 avec S de 1. C'est-à-dire dans ce cas, donc ça c'est la première étape. Dans la deuxième étape, ça va être ici. Je vais mettre 1 ici et 0 ici. J'ai permuté les deux. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? J, le I, ça va être égal à 2. D'accord? Et J, on a changé. Bien sûr, à chaque fois, je vais changer mon J. Et le I, ça va s'incrémenter. Donc, J qui est égal à 1, on a trouvé 1. Plus S de 1. D'accord, J égale à 1. S de 1, ça va être 0. D'accord? Je vais avoir J. Donc J modulo 256. Donc il faut avoir 256. Donc on a des chiffres de 0 à 10 dans ce cas-là. Mais en réalité, c'est de 0 à 256. Et je permute. Je vais faire des permutations. Regardez ici. Si vous regardez ce schéma-là, la deuxième étape, ça va être quoi? Je cherche un certain J. J, c'est quoi? C'est J plus S de I plus K. Donc, K ici. Et je vais permuter swap entre S de I et S de J. Je permute dans ce tableau. S de J et S de J. C'est-à-dire, dans ce tableau, je vais avoir des chiffres de 0 à 256 qui ne sont pas comme au début de 0 à 256, mais qui sont réordonnés selon une certaine algorithme. C'est ça l'algorithme, l'étape 2. D'accord? Dans la troisième étape, regardez, troisième étape, je vais faire une autre permutation. Je vais appliquer une autre permutation. Et je vais appliquer une autre permutation et je vais trouver le résultat de la clé. Donc, troisième étape, qu'est-ce qu'on va faire dans la troisième étape? Voilà. Donc, c'est une boucle.
tant que vrai, je vais revenir sur cette boucle. Qu'est-ce qu'on va faire? Je réinitialise mon i et j à 0. Donc i, je vais mettre i égale à i plus 1. À chaque fois, i égale à i plus 1. Tandis que j, ça va être quoi? C'est j, 0. C'est la valeur 0 plus si. Donc j'utilise toujours le si, mais c'est le résultat de l'étape 2. D'accord? Donc ça va être ce vecteur réordonné. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre S0 plus J. Ça veut dire je vais avoir un certain I et J, je permute une deuxième fois. Donc dans la deuxième étape, on a fait une certaine permutation. Donc on a le I de 0 à 256 et je cherche le J. Donc c'est ça la fonction, je permute. Après dans l'étape 3, je vais appliquer une autre permutation. Pour le i, je vais mettre i plus 1 et pour le j, je vais mettre ça. D'accord? Je permute une deuxième fois. Ensuite, je vais calculer t. D'accord? T égale à quoi? C'est s de i plus t de j. Normalement, ici, c'est s de j. Je vais regarder sur le schéma. S de i, oui. C'est s de i plus s de j. Parce que le t, je ne vais pas l'utiliser par la suite. Donc, c'est S de J. Donc, le T, je cherche un indice T. Donc, ici, j'ai cherché I et J. Donc, je vais faire la somme entre SI et SJ. Je trouve, bien sûr, modulo 256, parce que la taille du tableau, des tableaux, c'est 256. Je vais trouver un certain indice T. Je vais avoir la valeur, je vais revenir ici, par exemple, j'ai trouvé 6, donc l'indice 6, donc je suis là, donc 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, donc ça c'est l'indice 4, ça c'est l'indice 5, ça c'est l'indice 6, par exemple si je cherche 6, je cherche la valeur qui était ici, donc on n'a pas fait mes modifications, permutations, donc c'est pour ça, c'est 6 ici. Sinon, l'indice T, je cherche la valeur qui est dans l'indice T. Donc, S de T, ça sera la clé K, le premier bit de la clé. On va avoir 256 bits. Donc, ici, je vais retrouver le premier bit, ainsi de suite. D'accord? Jusqu'à retrouver tous les bits. Bon, l'étape 4, qu'est-ce que je vais faire? Je vais retrouver tous les bits de ma clé K, les 250 clés bits. Je vais faire un XOR avec le texte. Donc ici, d'accord. Donc le texte ici, on n'a pas c'est pas la même taille que la clé K. Donc la clé K, elle est de 256. Donc le texte, il est aléatoire. Bon, je peux avoir n'importe quelle taille du texte. Donc, je vais répéter la clé. Donc, par exemple, si le texte il est de 300 bits, je vais répéter les premiers 256 et les premiers bits de la clé. Le déchiffrement, la même chose. Donc, c'est la clé qui sort le texte chiffré pour avoir le texte en clair. D'accord? Est-ce que vous avez des questions sur cet algorithme-là? Donc, qu'est-ce que vous allez faire pour qu'est-ce que je vous demande à faire? Donc, vous avez toutes les étapes ici en détail. Regardez, vous avez le schéma général. Vous avez les étapes. Étape 1 pour l'initialisation, étape 2, étape 3, étape 4 pour chiffrer. Je vais vous donner un message en clair. Je vais vous donner un message. Je vais pas vous donner 256, peut-être jusqu'à 10 ou 20, un tableau de 10 ou 20, c'est-à-dire que vous allez travailler modulo la taille du tableau. Et je vais vous donner la clé utilisée. Vous allez me donner chaque étape. Donc après l'étape 1, qu'est-ce que vous allez retrouver en S? Donc vous allez me donner S. Vous allez me donner les détails. S. Vous allez me donner, après l'étape 2, on va retrouver, après la première permutation, on va retrouver l'étape, la table S. Après l'étape 3, on va retrouver. Donc, vous avez toutes les étapes, il suffit juste d'appliquer exactement, c'est algorithmique.
Et vous allez chiffrer le mot, vous allez retrouver le message chiffré. D'accord? Donc le chiffrement à flot ou en continu, c'est le cas de RC4. C'est un chiffrement à la volée, donc qui permet de chiffrer et déchiffrer en continu. C'est-à-dire sans avoir la totalité du message, je peux avoir une partie du message, je chiffre bit à bit, d'accord? C'est pour ça qu'on l'utilise dans les deux domaines où le chiffrement et le déchiffrement nécessitent, si c'est en temps réel, simultané, par exemple le Bluetooth téléphonique, le Wi-Fi, d'accord? Donc je vais m'arrêter là. Est-ce que vous avez des questions jusqu'ici? Je vais m'arrêter le cours. Arrêtez le cours jusqu'ici. Bien sûr.